Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble le supplément pour les Stormcast éternels. Je tiens à préciser à tous les nouveaux joueurs que ces figurines ne sont valables que jusqu'au 1er juin 2026 et donc que je déconseille fortement l'achat de ces figurines. Ce sont des figurines qui datent principalement de la V2, donc toute la chambre sacro-sainte et quelques personnages nommés. Si jamais vous n'en avez pas, ne faites pas l'acquisition de ces dernières. Si jamais vous avez ces figurines, n'hésitez pas à les jouer. À voir aussi avec les organisateurs de tournois, si jamais vous participez à des tournois en jeu égaux, si ces dernières sont légales ou pas, et à voir si Games Workshop va faire un suivi de ces dernières. En tout cas, nous avons le supplément. Officiellement, c'est égal. C'est possible d'être joué en jeu égal, donc nous allons en profiter. Regardons ensemble ce que nous apportent ces nouvelles règles. Alors, pour commencer, la première règle que vous rajoute le supplément de bataille, c'est une nouvelle battle formation, une nouvelle sous-faction. Ce qui veut dire que l'entièreté des règles de votre BT, de votre index, je veux dire pour le moment, s'applique. À savoir pouvoir mettre des unités en frappe en profondeur, les faire arriver à 9 de vos unités ennemies, de pouvoir utiliser l'heure de gloire pour donner plus un bless, plus un save à vos unités pendant votre tour, bien sûr, et le fait pour un PC de pouvoir réanimer une unité à moitié de vie. Euh, sur une unité d'infanterie ou de cavalerie. Donc on conserve bien cette architecture-là, mais on a une nouvelle battle formation qui vient compléter les 4 que vous aviez, donc une cinquième. Cette dernière se porte principalement sur la chambre sacro-sainte et donc va vous permettre once per turn, donc une fois par tour pour l'entièreté de votre armée, à la fin de votre tour. Donc ça ne marchera que le vôtre, pas sur votre adversaire, donc 5 fois pendant votre partie de jeu, de choisir une unité chambre sacro-sainte où un modèle ou des modèles ont été détruits et ramener à la vie un modèle dans l'unité. Sur le papier, ça peut sembler assez faible de se dire je ramène une figurine par-ci par-là, mais vous allez voir qu'en chambre sacro-sainte, vous allez pouvoir jouer avec des figurines qui ont 5 points de vie, 3 points de vie ou 2 points de vie, et donc bien sélectionner l'unité va permettre facilement de gagner de la récursion, ce qui peut manquer un peu au Stormcast éternel. De plus, il n'est pas précisé, pas engagé ou quoi que ce soit. Donc une unité sacro-sainte à la fin de votre tour qui a perdu un modèle, vous allez pouvoir réanimer un modèle dans cette unité. C'est une optimisation qui est assez forte. Si jamais vous faites le choix de jouer sur une chambre full sacro-sainte, c'est un très bon bonus, on ira le chercher. Mais si jamais vous faites un mix-up entre une chambre sacro-sainte, des guerriers, des dragons ou quoi que ce soit, vous pouvez jouer dans cette sous-faction et faire bénéficier juste certaines unités. Nous n'avons pas besoin de jouer full sacro-sainte pour avoir quelque chose de correct. Juste quelques ajustements permettent comme ça de bien pouvoir améliorer entre guillemets la survivabilité de vos unités. Donc maintenant qu'on a vu la nouvelle sous-faction des Stormcast, on va pouvoir rentrer directement dans les nouveaux profils, les profils de l'index. Donc pour faire simple, j'ai réorganisé l'index en mettant les points à chaque fois et en ayant fait toute la chambre sacro-sainte ensemble et les unités des paladins après qui ne sont pas sacro-saintes pour bien comprendre les combos que ces derniers peuvent nous proposer. Donc on va commencer avec Aventis Firestrike. Donc le Lord Arcanum monté, nommé. Nous avons un beau châssis pour un sorcier de 12 points de vie en save à 3. Vous verrez que tous les profils de la chambre sacro-sainte sont passés en save à 3, ce qui va rendre assez difficile, on va dire, le fait de justifier des fois certains coups en points avec d'autres unités. Ici, nous avons la magnifique somme de 310 points. Pour ces 310 points, qu'est-ce qu'on a? Donc contrôle 5, c'est un monstre, c'est top. Les mots-clés qu'il a, Wizard 2, donc c'est un sorcier de niveau 2, c'est le premier sorcier de niveau 2 que l'on voit après Condis, qui vaut quand même 540 points, donc ça peut nous permettre d'aller chercher un sorcier légèrement moins cher, même si avec la revue du BT, vous avez vu que le sort persistant Stormcast du Dice Arcanum vous permettait de passer un sorcier à pied niveau 2, donc là, une fois de plus, on commence à se poser la question de ces 310 points, est-ce qu'on va réussir à les justifier ou pas? Il est donc héros unique, vous ne pourrez pas lui donner d'optimisation, il vole, ce qui est assez intéressant, et il a le mot-clé chambre sacro-sainte. Donc pour la sous-faction, vous ne pourrez pas le réanimer lui, bien sûr, parce que quand il est mort, mais en tout cas, il va pouvoir bénéficier de d'autres petits bonus de la chambre sacro-sainte. Question combat, combat comme tous les Stormcast, 4 attaques, 3-3, moins 2-2, donc généralement on est en moins 1, 2, il frappe un petit peu mieux avec son bâton que les autres, mais rien d'exceptionnel. Et la monture, 3 attaques, 4-3, moins 1, D3, c'est assez décevant pour la monture, on aurait aimé peut-être flat 2 ou flat 3 vu qu'on est que raid moins 1.
la monture frappe pas si bien que ça. Donc pas un profil combattant. Il possède son propre sort signature qui se lance sur 10-6, qui vous demande de prendre une unité à 12 pas. Vous allez faire 3 blessures dommages directement à la cible et infliger une blessure dommage supplémentaire à tous les autres ennemis qui sont à 3 pas. Donc c'est pas mal s'il y a des gens qui jouent en château, mais 12 c'est assez court. Vous faites 3 blessures mortelles, c'est bien parce que c'est fiable, c'est pas D3, et un à chaque unité à 3 pas, mais je suis pas sûr que ça soit le sort le plus pertinent. Ça justifie pas en tout cas 310 points pour prendre ce personnage-là. Il va se soigner à votre phase de héros, je veux dire 3 points de vie, donc ce qui augmente sa survivabilité, c'est bien. Mais j'ai peur que 12 points de vie en save à 3, si vous prenez une phase de combat face à une unité un peu énervée, ça suffise pas à arriver jusqu'à là, quoi. Et il a une rampage, vu que c'est un monstre, qui vous dit qu'à n'importe quelle phase de combat, vous allez choisir une unité ennemie en combat avec lui-même, prendre une cible, et du coup, pour le reste de la phase, vous ajoutez un au jet de touche pour les attaques Stormcast éternel qui vont qui vont cibler cette unité. Donc c'est assez intéressant de l'envoyer, d'être engagé, de pouvoir mettre un plus un touche sur les unités qui vont taper dessus pendant la phase de combat. Cependant, en Stormcast, on a quand même pas mal de manières de gagner des plus un touche avec pas mal de héros, d'autres sous-factions qui permettent de le faire. Donc je suis pas convaincu que ce rampage-là soit le plus pertinent et justifie le prix d'un sorcier niveau 2 tel que Aventis. En tout cas, on a un profil qui est, on va dire, assez complet, hein. Il peut tenir un objectif, se défendre, son sort permet d'infliger quelques blessures mortelles, mais voilà, je ne suis pas convaincu, en tout cas aujourd'hui, si les points ne changent pas, de cette somme-là vis-à-vis de ce que le profil peut faire. Ensuite, nous avons Asteria, donc le Lord Arcanum sur Dracoline, la version nommée, 220 points. Donc là, on est déjà sur quelque chose qui est un petit peu plus compréhensible vis-à-vis des autres coups du BT. Malheureusement, elle est que sorcière de niveau 1. C'est pas trop grave, entre guillemets, parce qu'on n'a pas non plus besoin de lancer 600 sorts. Elle a le mot-clé cavalerie et héros, donc pareil, unique, vous ne pourrez pas lui donner de bonus. 8 PV en sauvegarde à 3, ce qui correspond, entre guillemets, à tous les héros montés sur quelque chose. Bouche de 10, c'est un bon profil, et un contrôle de 2. Question combat, elle est proche du Lord Arcanum, d'Aventis, avec ses 4 attaques, 3-3, cette fois-ci c'est que -1-2, mais les 6 à la touche font des blessures mortelles. Donc une source de blessures mortelles si vous pouvez en manquer sur un héros qui est mobile, ça se prend. Et la monture, 3 attaques, 3-3, -1-2. Donc là on a un profil qui est quand même meilleur que le monstre qu'on a vu avant, car vous êtes beaucoup plus stable pour des compagnons, hein, des montures. 3 attaques, 3-3, -2, c'est un bon profil d'attaque. Son sort à elle, qui se lance sur du 5, donc vous choisissez 3 unités, jusqu'à 3 unités qui sont en combat. Donc là, la portée est réduite, hein, c'est 3 pas. Vous jetez 2d6, et si vous choisissez une unité, elle prend 3 blessures mortelles. Si vous choisissez 2 unités, les 2 prennent 2 blessures mortelles. Et si vous choisissez 3 unités, vous faites une blessure mortelle à ces 3. Donc valeur de lancement de 5, normalement ça se fait bien si vous êtes engagé avec elle. Et pouvoir faire stat 2 blessures mortelles à 2 unités, ce qui est le plus rentable, c'est un bon outil qui se prend. Si vous n'avez pas trop de sorts à lancer ou de sorts persistants, quoi que ce soit, honnêtement, ça peut le faire. C'est assez intéressant comme sort. C'est pas exceptionnel, mais ça fonctionne bien. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on va prendre cette belle dame? Eh ben pour sa capacité orange, donc Thunder Response, qui vous dit qu'en phase de charge, vous allez pouvoir ajouter 2 au jet de charge pour les unités chambre sacro-sainte cavalerie entièrement à 12 d'elle. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est cavalerie, donc elle va bénéficier de ça. Et vous allez voir la cavalerie, donc ce sont les évocateurs sur Dracoline, plus 2 à la valeur de charge, c'est très très bien, car comme vous bénéficiez des règles de l'armée, vous pouvez les mettre en frappe en profondeur, arriver à 9 de l'adversaire, et du coup avoir une charge relançable à 7+. C'est un bon bonus, on est content de ça, sachant que vous bougez de 10, donc vous êtes quand même assez mobile. Une manière de fiabiliser votre charge, on en manque beaucoup en Stormcast, donc si on joue des évocateurs sur Dracoline, ce personnage-là, pour moi en tout cas, est auto-inclus, je vois pas comment on peut s'en passer. Et en plus de ça, elle a une super capacité rouge en phase de combat qui vous dit de choisir une unité chambre sacro-sainte entièrement à 12 et vous ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques
comment ça s'appelle? De cette unité. Donc vous allez pouvoir, en plus de fiabiliser la charge, fiabiliser les phases de combat, plus un bless. On ne sait ça s'applique pas, aux montures, hein, parce qu'elles ont mot-clé compagnon, mais pouvoir fiabiliser, les personnages dessus, c'est un bon bonus, donc elle fait les 2, charge et combat et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que, souvent on a des héros, on vous demande d'être engagé ou en portée d'engagement, donc à 3 pas pour pouvoir bénéficier des bonus. Là, c'est pas le cas, c'est une unité entièrement à 12, donc même si elle rate sa charge, elle pourra quand même donner son bonus. Je la trouve très, très forte et son coût en points se justifie via ne serait-ce que le +2 en charge qu'elle apporte. Alors le personnage suivant, donc c'est le Lord Arcanum sur, Thoralon, donc la version non nommée de Firestrike Atlantis. 280 points, donc ça commence à être bien cher, hein. On approche des 300 points, donc vous rentrez en compétition avec d'autres héros du BT qui peuvent apporter des choses peut-être, différentes ou des choses de manière plus stable. Je trouve ça quand même assez cher. Malheureusement, il n'est que sorcier niveau 1, son sorcier niveau 2 aurait pu justifier peut-être le coût de cette unité. Il est monstre, donc il a toujours ce contrôle de 5, ce qui est bien. C'est 12 points de vie en save à 3, donc voilà, on est très proche d'Aventis, c'est le même body. Et question arme, c'est quasiment pareil, juste la monture frappe un peu moins bien et le... comment ça s'appelle le pas le mentir, je veux dire, le personnage frappe un peu moins bien parce que vous êtes que Ren -1 au lieu de Ren -2. Bon, de toute façon, ce ne sont pas des profils combattants, ils peuvent se défendre, mais ils sont pas là pour ça. Qu'est-ce que nous apporte du coup ce Lord Arcanum, qui est customisable celui-ci avec les traits héroïques et les artefacts, parce qu'il n'est pas nommé. Vous avez déjà la première règle passive qui vous donne +1 sur les jets de lancement pour les sorciers Stormcast entièrement à 12. Donc peut-être que dans une composition où vous jouez lui et des évocateurs avec des héros dessus, ou d'autres types de héros Stormcast qui peuvent avoir le mot-clé sorcier. Avoir +1 en lancement de sort, c'est un super bonus. Aujourd'hui, les meilleurs sorciers ont +2, les bons sorciers ont +1, donc pouvoir gagner ce +1, c'est un bon bonus, sachant que lui est sorcier, donc il se le donne à lui-même aussi. Et il a une deuxième règle en phase de héros qui est once par turn, donc une fois par tour pour toute votre armée, mais c'est aussi en phase héros ennemi. Quand un adversaire sorcier va lancer un sort, vous allez pouvoir du coup faire cette réaction, donc choisir le sorcier en question qui est à 30 pas, lancer XD plus 1, donc X étant la valeur de sorcier de l'adversaire, le power level, et sur chaque de plus, lui faire une blessure mortelle. Donc intéressant pour des sorciers qui commencent à partir, on va dire, du niveau 2, parce que comme ça vous jetez 3 dés, vous lui faites 3 blessures mortelles. Le souci, c'est que souvent les sorciers qui sont niveau 2 ou plus n'ont pas 5 ou 6 points de vie, mais sont un peu plus costauds. Sinon, vous faites 2 blessures mortelles à un sorcier niveau 1. Ça va prendre du temps de le tuer, hein, ça va vous demander 3-4 tours et qu'il lance des sorts à chaque fois et que vous êtes dans les 30. Cependant, contre certains sorciers, genre Nagash qui a une valeur, un power level de 9, vous pourrez lui faire comme ça 7-8 blessures mortelles, pourquoi pas. Je ne suis pas convaincu à 100% de cet outil, en tout cas c'est situationnel et ça peut vraiment faire chier certains héros. Par chance, c'est que once par turn, donc si votre sorcier lance 3 ennemis, lance 3 sorts, vous ne pourrez pas lui faire 3 fois ça, hein, c'est qu'une seule fois. Mais ça peut forcer des points de co, des choses comme ça, donc c'est un outil intéressant. Cependant, voilà, le coup en point, je ne sais pas si ça justifie. Et il a, dans n'importe quelle phase de combat, vous allez prendre une unité en combat avec celle-ci, choisir une unité Stormcast éternelle visible et à portée d'engagement, et pour la phase de combat, vous aurez une ward à 5 et l'unité Stormcast aura une ward à 5 et vous prendrez un frappe en dernier. Donc c'est pas bien grave de prendre un frappe en dernier sur votre personnage parce que de toute façon il combat pas très bien. Par contre, le fait de pouvoir donner une ward à 5 à une unité Stormcast éternelle à portée d'engagement, c'est pas mal. On va dire qu'on manque de ward à 5, donc pouvoir apporter ça sur par exemple des évocateurs ou des évocateurs sur Dracoline, c'est un bon bonus. Cependant, je me répète, mais 280 points, je sais pas si toutes ces petites règles qui se coulent se justifient. Le plus un sort, plus un lancement de sort, c'est top. Faire des blessures mortelles à l'adversaire, c'est top. Ward à 5, c'est top, mais ça reste quand même assez cher.
pour un sorcier de niveau 1. On aurait aimé peut-être qu'il soit niveau 2 pour mieux comprendre un peu le coup en point. En tout cas, c'est une pièce qui, dans certaines situations, peut se justifier. Maintenant, nous avons affaire donc à la version générique du Lord Arcanum sur Dracoline. 210 points, donc c'est raisonnable pour ce type de profil. C'est un petit peu moins cher qu'Asteria. On sait qu'en V4, les personnages nommés sont souvent meilleurs que les personnages non nommés. Là, vous allez voir, celui-ci apporte des petites subtilités. Je pense qu'il peut justifier sa place dans un roster, voire jouer Asteria et lui, peut-être les deux, pourquoi pas. C'est un profil qui reste intéressant. On est sur 8 points de vie en save à 3, bouge de 10, OC de 2. Le profil d'attaque, 4 attaques, 3, 1, 2. La Dracoline, toujours la même qu'Asteria. Donc, honnêtement, la Dracoline, ça reste une unité de cavalerie, de compagnon qui est, je trouve, très forte. 3, 1, 2, c'est un bon profil. Et lui, il est toujours sorcier niveau 1 avec chambre Stormcast éternel. Sacro-sainte. Donc il peut toujours aussi rentrer, par exemple, ce personnage, si jamais vous jouez dans la chambre des guerriers et que vous avez des points en rab, utilisez pas spécialement ce personnage-là, parce que c'est les chambres non héros, mais des unités de la chambre sacro-sainte que lui peut venir supporter, tels que les évocateurs sur Dracoline. Sa première règle vous dit une fois par tour pour l'armée, donc ça sert à rien d'en jouer deux. Any charge phase, donc n'importe quelle phase de charge. Vous allez choisir une unité chambre sacro-sainte cavalerie qui a effectué un mouvement de charge entièrement à 12 et du coup désigner l'unité qu'il a chargée et vous allez pouvoir infliger D3 blessures mortelles à toutes les unités qui sont zone d'engagement, donc à 3 pas de l'unité qui a chargé. Donc on va dire que c'est des dégâts d'impact de charge, il est entièrement à 12. Si vous arrivez à charger 2-3 unités, vous allez pouvoir mettre D3, ce qu'on appelle du cheap damage. C'est pas exceptionnel, c'est one Spartan, donc vous pouvez même pas jouer plusieurs fois pour faire ça et tout. C'est un petit bonus qui se coule, on le prend, mais on construit pas, on ne va pas prendre ce personnage pour ça. Par contre, on va prendre ce personnage pour la deuxième règle, donc Alpha Pack, qui vous dit en phase de combat, si cette unité est en combat, donc il faut qu'elle soit engagée, c'est la seule restriction qui peut rendre un peu chiant l'usage de ce personnage-là. De choisir cette unité et une autre unité de la chambre sacro-sainte cavalerie à portée d'engagement. Et du coup, les deux unités, donc lui et l'unité en question, donc la seule sacro-sainte chamber cavalerie qui existe, c'est les évocateurs sur Dracoline, ou le personnage Noé, vont bénéficier de +1 sur le nombre d'attaques des compagnons de mêlée caractéristiques armes pour l'unité. Donc vous allez pouvoir passer vos Dracoline qui ont 3 attaques en 3-3 -1, 2 en 4 attaques 3-3 -1, 2. C'est un super bonus. Donc on comprend que si on joue la version nommée qui donne plus de charge entièrement à 12 d'elle, si lui arrive à charger et que l'autre unité, on va dire 6 évocateurs sur Dracoline monté, charge aussi, et ben vous allez pouvoir infliger des 3 blessures mortelles à la charge, plus début de phase de combat activé le plus une attaque pour ça, le plus un bless, et donc avoir une sorte de Death Star de cavalerie qui a quand même de la sauvegarde à 3, 5 points de vie par tête, vous verrez après, qui est bien résistant, ça vous fait beaucoup de points de vie, qui comme ça augmente votre nombre d'attaques, la fiabilisation. Tout seul, je pense que même si vous jouez sans Asteria, il peut se justifier. Hein. Le plus une attaque, c'est un bon bonus. On préfère, je pense, avoir plus de charge parce que si ces unités ne chargent pas, n'arrivent pas au combat, elles ne font pas grand-chose. Ce ne sont pas des unités de tir, ce ne sont pas des unités qui ont un OC, qui ont pour but de tenir des objectifs. Elles sont là pour les chasser, elles sont prédatrices. Mais ce bonus-là, en tout cas, s'entend très très bien. Alors, le prochain personnage qu'on va voir, donc, c'est l'un de mes chouchous, le Lord Arcanum sur Griffin Charger. 220 points, donc pareil, 8 PV, save à 3. On comprend que tous ces personnages montés ont à peu près le même châssis et le même coup en points, donc on peut facilement les comparer. Est-ce que je préfère tel personnage pour ce qu'il fait et ainsi de suite. Lui, il est sorcier de niveau 1, héros, donc customisable. Vous allez pouvoir lui donner des traits héroïques et pareil, des artefacts. Question combat, c'est toujours la même soupe pour les sorciers, voilà, les Lords Arcanum, donc 4 attaques, 3-3 -1, 2. Le Griff Charger combat moins bien que les Dracoline, 4 attaques,
3 attaques 4-3 -1-1, donc il est pas là pour ça. Par contre, il a, une règle qui est très forte, qui vous dit qu'à votre phase de mouvement, si cette unité n'est pas en combat, vous pouvez la retirer du champ de bataille et la placer où vous voulez, à plus de 9 de vos ennemis. Donc une très bonne règle pour pouvoir faire, on va dire, certaines tactiques de bataille, qui peut vous permettre de repositionner le personnage, de sortir de situations compliquées, voire aussi, de setup, des combos, car vous pouvez très bien donner le trait héroïque qui vous dit que quand des unités Stormcast éternelles arrivent entièrement à 12 de lui, auront -1 pour être touchés sur, le battle round complet. Vous savez que vous devez quand même avoir des unités sur table pour pouvoir compenser le fait d'en avoir dans le ciel, donc lui, il peut très bien être sur table et à votre phase de mouvement, venir se setup face à votre adversaire, faire tomber du ciel des unités pour que ces dernières aient un maximum ce bonus-là et ensuite que tout le monde charge. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on va prendre ce personnage-là? C'est pour sa capacité violette qui se passe en any turn, donc en phase de n'importe quel tour. Donc le vôtre est sur votre adversaire. Vous allez pouvoir choisir une unité sacro-sainte, donc attention, c'est bien encadré, entièrement à 12 qui n'est pas en combat. Donc ça, c'est la petite restriction qui est un petit peu dérangeante, mais bon, on va faire avec. Vous allez pouvoir soigner de D6 la cible, et si jamais la cible n'a pas besoin d'être soignée, retournez un modèle dans l'unité. Donc ça va faire, on va dire, écho au trait de bataille qu'on a vu tout à l'heure qui disait qu'en phase violette, à votre tour seulement, vous allez pouvoir réanimer un modèle dans une chambre sacro-sainte. Et bien, si vous avez le Lord Arcanum qui est apporté, vous allez pouvoir réanimer potentiellement 2 modèles si l'unité n'est pas engagée, bien sûr. Sinon, soigner de D6 à n'importe quelle phase de tour. Donc, ce n'est que de la chambre sacro-sainte. Vous n'allez pas pouvoir soigner, par exemple, un Star Drake, Indrasta ou d'autres personnages du livre de base. Mais dans la chambre sacro-sainte, c'est un bon support qui a un bon body, qui combat légèrement moins bien que les autres, mais en tout cas qui apporte aussi on va dire, son élément qui est constructeur dans la chambre sacro-sainte, qui est de réanimer des modèles à la vie. C'est une bonne pièce, je pense que seul il peut se justifier, pas besoin de jouer dans la chambre sacro-sainte spécialement. Ce mec-là est par exemple 10 évocateurs ou 6 évocateurs sur Dracoline en unité satellite, fiabilisera vraiment bien vos parties. Le suivant, c'est le Lord Arcanum à pied, donc 140 points. On commence à réfléchir, à se dire, ok, on sait que dans le BT Stormcast éternel, on n'a qu'un seul sorcier qui n'est, si j'exclus bien sûr Crondis, parce qu'il fait 140 points, qui fait 120 points. Donc là, on a une deuxième version d'un sorcier qui a le même body, bouge de 5, 6 PV, save à 3, OC 2, qui combat aussi mal, hein. On les prend pas pour ça. Mais on se pose la question, voilà, lui il fait 20 points de plus, est-ce que j'ai une raison de le prendre par rapport à l'autre, et ainsi de suite, si je veux juste un sorcier. Lui aussi interagit de la même manière avec le Dice Arcanum, donc il peut monter dessus pour gagner un niveau de sorcier supplémentaire. Qu'est-ce qui fait qu'on va le prendre plus lui que les autres? En tout cas, il est chambre sacro-sainte, donc il va pouvoir éventuellement se faire soigner par Lord Arcanum sur Grip Charger si jamais il est blessé. Mais surtout, on va le prendre pour sa capacité à ajouter 1 en phase euro au casting roll, donc au jet de lancement, quand vous allez utiliser des summon ability. Donc c'est les sorts persistants. Toutes les manifestations, on appelle ça aujourd'hui. Donc vous savez que quand vous allez faire ces lancements-là, vous allez avoir un +1. Donc si jamais vous souhaitez lancer par exemple Crown Spine qui se lance quand même sur du 8, le Purple Sun qui se lance aussi sur du 9 ou du 8, je sais plus. Voilà, c'est ces grosses valeurs. Vous savez que lui, il a déjà un +1 pour ça, donc c'est un bon bonus pour les sorts persistants. Donc dans une construction de liste où vous voulez lancer vos sorts persistants et que vous avez besoin d'un fiabilisateur, pour 20 points de plus que le sorcier de base, il peut faire le travail. Et il a une deuxième règle qui vous dit que dans End of Any Turn, donc à la fin de tous les tours, vous allez pouvoir choisir une manifestation amie à vous entièrement à 12 du lanceur et la soigner de D6. Donc on comprend qu'en plus de lancer correctement avec son bonus les +1 sur les manifestations, il peut en plus les soigner. Vous avez des manifestations telles que la mâchoire de Gur ou le Purple Sun qui sont difficiles à tomber, qui ont des règles qui les protègent du bannissement parce que vous perdez que la moitié de vos points de vie. Et bien le Lord Arcanum va pouvoir les accompagner et les soigner.
Les manifestations sont vraiment des super outils dans la V4. Il faut que vous fassiez quelques parties pour vous en rendre compte. Ce sont des unités que vous allez invoquer, qui vont combattre, vous donner des bonus, donner des malus à votre adversaire, qui vont mourir, mais vous vous embêtez pas de les perdre parce qu'en fait, vous allez pouvoir les réinvoquer. Et donc pouvoir protéger ces grosses manifestations, je pense que le Lord Arcanum peut se justifier dans certaines constructions et bénéficie d'un intérêt tout particulier. Alors le personnage suivant, c'est le Lord Exorcist, 150 points. Donc là, ça commence à devenir très cher pour des héros piétons. Déjà 140 pour le héros juste avant, là 150. Il est Stormcast éternel, héros, donc vous pouvez le custom s'il n'est pas nommé, mais par contre 150 points pour un sorcier de niveau 1, ça fait cher. Il a le même body que tous les héros Stormcast. 3 attaques, 3-3, -1-2, il n'est pas là pour combattre, on n'en a rien à foutre. Est-ce que ces deux capacités vont justifier son coût en points? Donc la première vous dit que c'est un passif. Model cannot be returned, donc vous ne pourrez pas retourner, donc ramener à la vie des modèles ennemis pour les unités qui sont à 12, donc pas entièrement de lui. Est-ce que aujourd'hui nous avons beaucoup de récursions à ce niveau-là? Nous savons que les armées peuvent réinvoquer des unités complètes. Là, on parle juste de modèles dans une unité, donc il va bloquer ces mécanismes-là. Peut-être certaines armées peuvent être gênées par cette règle-là, parce que 12, c'est quand même une bonne portée. Vous pouvez le mettre en frappe en profondeur pour pouvoir augmenter l'importance de cette règle-là. Mais voilà, je suis pas sûr que ça justifie ses coups en points. La règle qui, on va dire, fonctionne le mieux autour de ça, c'est le ralliement qui vous permet de réanimer 3 points de vie dans des unités des modèles qui ont 1 point de vie ou un modèle qui en aurait 3. Donc voilà, je pense que cette règle est assez limitée. Vraiment, à moins que la méta se polarise vraiment autour de ça, et je suis pas convaincu, ce héros, j'ai du mal à justifier son coup en points. Et sa deuxième règle qui est assez intéressante, c'est à votre phase de héros, vous allez choisir un prêtre visible à 18 de lui, donc 18 c'est assez loin, sur un 2+. La cible du coup va perdre des ritual points, donc des valeurs de prêtresse que vous avez générées, à équilibre du jet de lancement. Donc si vous faites 2+, bah, il perdra 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Et si la cible n'a pas de point de rituel, vous allez faire D3 blessures mortelles. Là, cette règle peut justifier maintenant le coût en points de ce héros, parce que vous savez que les prêtres vont vouloir emmagasiner ces rituels points pour pouvoir faire crit leur prière, donc lui va les dégraisser. Votre adversaire ne peut pas interagir avec vous car il n'y a pas de lancement ou quoi que ce soit, c'est juste un 2+, donc une fois sur 6, vous raterez votre règle, mais pouvoir comme ça supprimer ça, je pense que c'est un vrai outil de frustration pour votre adversaire. Et en plus de ça, si jamais il n'y a pas de ritual point, vous allez pouvoir lui faire des blessures mortelles. Et généralement, tous les prêtres du jeu, à part quelques exceptions, sont des personnages qui ont entre 5 et 6 points de vie. Donc, pour une armée telle que les Stormcast éternels qui peuvent manquer des fois d'outils pour aller sanctionner les héros ennemis, ce personnage-là peut s'incarner dans une liste tout seul, même si vous jouez pas Champ Sacro-Sainte. Avoir un sorcier, 150 points, je suis d'accord, c'est cher, mais un sorcier qui va faire chier les prêtres adverses à 18 pas, complètement casser le plan de jeu de votre adversaire parce qu'il avait prévu mathématiquement que autour d'eux, il aurait assez de points pour faire sa prière améliorée. Là, vous allez dégraisser ces choses-là. Moi, je trouve que juste cette règle-là justifie le coût en points du personnage. On aimerait qu'il coûte moins cher, bien sûr, mais en état, c'est un bon personnage. Alors, le personnage suivant, donc, c'est le Night Incantor, 140 points. Ça nous fait un autre sorcier en Stormcast supplémentaire, donc on a compris que dans le livre de base, on en a qu'un seul techniquement, si on prend pas Candice. Là, ça nous en fait un de plus, donc on va le mettre en comparaison bien sûr avec tous les autres profils de Stormcast qu'on a vus. Donc 140 points, ça nous fait un sorcier qui est cher parce qu'on en a 120, donc est-ce que ces 20 points de plus se justifient? Il va avoir toujours pareil, chambre sacro-sainte, sorcier niveau 1 Stormcast. Il combat aussi mal que les autres, voilà, on ne prend pas pour ça, le même body. Cependant, il a 2 règles. Donc la première règle, c'est un passif qui vous dit que
quand une manifestation va être invoquée, par un jet, de lancement d'un adversaire à 30 pas de lui, vous allez réduire de 1 la valeur de lancement. Donc là, c'est vraiment encadré à summon, donc c'est que pour les manifestations, sorts persistants, toutes ces choses-là. -1 sur la valeur de lancement à 30 pas. Honnêtement, je pense que ça s'entend. On va en voir beaucoup des sorts persistants. Si votre adversaire souhaite invoquer son sort persistant à votre tour avec le point de commandement, on sait qu'il a -1 sur sa valeur de lancement. Donc là, -2, ça commence à faire mal, hein, -2, donc pareil, que le personnage d'avant, 140 points pour ce sorcier-là, les 20 points de plus peuvent se justifier, ne serait-ce qu'avec cette règle-là, je le trouve très intéressant et la deuxième règle qu'a ce personnage-là, c'est une fois par bataille, donc qu'une seule fois. C'est une réaction, donc dès que votre adversaire aura fait son lancement de sort, vous allez pouvoir utiliser cette capacité et du coup, c'est un unbind. Heu, réussir à 100 la dissipation de votre adversaire. Donc imaginons votre adversaire lance le sort dont qu'il a besoin sur un 12, en partant du principe qu'il ne lance pas de sort à 3d6 mais bien à 2d6. Vous savez que vous ne pouvez pas, battre cette heure de lancement et ben, vous allez pouvoir utiliser votre parchemin pour pouvoir, une fois par bataille, arrêter le lancement de sort. C'est un super outil, on appelle ça un PAM dans le jargon, un parchemin anti-magie. Très, très bon outil. Je pense qu'on va voir en Stormcast ce personnage-là, ne serait-ce que pour ça. Pouvoir bloquer un sort adverse à 100 une fois par bataille, plus le fait de embêter le lancement des summons, donc des invocations de vos adversaires, c'est un super sorcier. Les 20 points de plus, je pense, se justifient vraiment. Alors, le prochain personnage, c'est le Lord Ordinator. Donc, le Lord Ordinator, c'est un personnage qui est censé améliorer normalement tout ce qui va être les machines de guerre, les balises et tout. Précédemment, dans les anciennes versions, il pouvait être joué de partout et améliorer toutes ces armes-là. Aujourd'hui, il est vraiment encadré à la chambre sacro-sainte, donc vous ne pourrez le jouer qu'en Stormcast et notamment que pour les machines de guerre Stormcast. Actuellement, nous en avons qu'une seule, c'est la balise, donc il va pouvoir bénéficier qu'à la balise. Donc son coût de 120, c'est pas très cher, entre guillemets, c'est le prix d'un sorcier. Est-ce qu'il vaut la valeur d'un sorcier de niveau 1 ou pas? Eh ben, il n'a qu'une seule règle, parce que son profil de combattant, c'est comme les sorciers, on s'en fout, c'est de choisir one Spartan, donc ça ne sert à rien, army, d'en jouer 2. Vous ne pouvez pas améliorer 2 balistes. C'est donc de choisir une baliste entièrement à 12 de lui et cette arme de guerre, la baliste, va pouvoir faire des touches critiques donc, au lieu que ça soit sur des 6 non modifiés, ça sera sur du 4+. Donc les 4, les 5 et les 6 seront des jets non modifiés. Donc sur le papier, ça semble être une super pièce parce qu'elle valorise énormément la balise. Maintenant, est-ce que ces 120 points justifiés au coût de la balise? On va voir ensemble, mais je ne suis pas convaincu. Donc la balise, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est 140 points. Donc 140 points, c'est aujourd'hui, quand on met en lumière avec d'autres unités Stormcast, voilà, on ne sait pas si son coût se justifie, parce que vous avez des Vindictors, des Libérateurs, des choses comme ça qui ont des vraies fonctions qui se justifient, qui s'en prennent très bien. Là, c'est 6 points de vie en save à 3, donc ça reste assez fragile pour une balise. C'est pas, avant, on avait 9 points de vie, ça se justifie un peu mieux. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, vous allez tirer donc à 18 pas. Donc 18 pas, on sait que c'est les meilleures portées d'armes techniquement. Vous en avez certaines à 24, mais c'est assez rare. Son nombre d'attaques est vraiment fiable comparé à la V2 et à la V3. Aujourd'hui, c'est 6 plus des 6 attaques. Donc entre 7 et 12 attaques, ce qui est pas mal. Touche à 4, ça c'est assez triste. Blesse à 2, perforation de 1, dégâts 1. Cependant, vous avez la règle anti-monstre, pénétration de +1. Donc sur les monstres, vous êtes en pénétration d'armure 2. Ce qui est assez intéressant, parce que souvent les monstres ont une sauvegarde à 4, à part les héros monstres ont une sauvegarde à 3. Donc vous les passerez en sauvegarde à 6. Et vous avez la règle, les crits à 6 font 2 touches. Donc si vous prenez le Lord d'ordinateur qui vous faites des crits sur le 4+, donc les 4, les 5 et les 6 feront 2 touches à chaque fois, donc vous allez démultiplier la puissance de la baliste, et donc vous n'avez techniquement même pas besoin de payer votre 3+, car juste le fait de faire du crit sur du 4, 5, 6 justifie largement le combo des deux.
Je ne sais pas si aujourd'hui toutes les listes vont pouvoir se permettre de prendre les 2 personnages. Quoi, les 2 personnages? Le personnage à 120 et la balise à 140. Ça vous fait quand même 260 points. Donc 260 points, bah, c'est un peu plus qu'une unité, par exemple, de Fulminator. Ça reste, des bons héros, qui sont dans ces niveaux-là aussi. C'est, une unité renforcée de Vindictor ou de Vanquishor. Donc voilà, ce sont des unités qui sont très fortes en Stormcast. Par contre, vous avez voilà une arme, anti-monstre. On sait que les monstres, on va en voir dans la saison car les héros monstres, sont des bonnes pièces centrales. Les buveurs, les keepers, les GUO par exemple chez les monstres, dans le chaos je veux dire. Vous allez aussi avoir en Skaven souvent des grosses pièces comme ça. Donc voilà, je pense qu'elle peut trouver sa place. Une unité comme ça pour pouvoir soit détruire des écrans parce que bah, vous êtes saturé pas mal et donc vous êtes en capacité de pouvoir faire 5, 7, peut-être 10 dégâts sur des unités de ligne en écran qui n'ont pas beaucoup de points de vie, soit pour aller sniper des monstres directement. C'est un bon bonus et surtout ce qui est intéressant, c'est que tout se met en place à la phase de tir. Le Lord Ordinateur, c'est la phase de tir, la baliste aussi, donc éventuellement, vous pouvez la mettre dans le ciel, la faire tomber pour la positionner. Et elle, avec elle, donc, deux modèles qui l'accompagnent, qui sont considérés comme des tokens, les ingénieurs. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous emmerder avec ces pions-là, vous pouvez jouer sans. Et elle a une règle qui vous dit une fois par bataille, n'importe quelle phase de combat, quand cette dernière a subi une charge en phase de combat, vous lancez un dé sur un 2+, vous faites des blessures mortelles équivalent à la barre du dé. Donc entre 2 et 6 blessures mortelles. C'est pas dingue, on la prend pas pour ça, mais en tout cas, l'unité de cavalerie qui vous charge peut prendre des blessures et donc se retrouver bloqué avec elle, voire bien dégraissé. C'est une règle intéressante. C'est pas exceptionnel, mais c'est intéressant. On a fini maintenant avec tous les héros de la Chambre Sacro-Sainte. On a vu que les héros sur Celestian Dracoline donnaient plus de charge, plus un bless seulement pour les unités montées, pas les compagnons, et plus une attaque pour les compagnons, donc c'est des bons bonus qui fonctionnent entre eux. Que les héros piétons sont plutôt là pour embêter l'adversaire, soit sur des lancements de sorts, soit en mettant des blessures mortelles, qui peuvent se justifier tout seuls, ils n'ont pas besoin d'être Chambre Sacro-Sainte. Là, on va rentrer dans les unités, donc unités qui ne sont pas héros et qui vont justifier le fait de prendre la sous-faction de la Chambre Sacro-Sainte. Donc on n'oublie pas que le Lord Arcanum sur Griffon Chargeur peut, à n'importe quelle phase violette, si l'unité n'est pas engagée, réanimer un modèle dans une unité, et donc là, il va justifier son coup en point. On commence par les évocateurs sur Dracoline, une unité que j'adore. Malheureusement, en V3, elle était en save à 4, c'était très dur de la justifier parce que ça partait très très vite, ça mourait très très vite. Aujourd'hui, tout est en save à 3, donc c'est beaucoup plus facile à jouer, mais surtout, ça met en lumière les coups en point qu'il va falloir justifier par rapport à d'autres unités. 240 points, donc on est plus cher que des concussors, que des fulminators, que toutes ces unités-là. On a par contre beaucoup plus de points de vie, car on est à 5 points de vie tête. C'est des unités qui jouent par 3 modèles, donc 15 points de vie en save à 3, qui bougent de 10, donc aussi bien. Un bon OC de 2. Anciennement, ça générait beaucoup de blessures mortelles. Là, vous allez voir qu'elles en génèrent moins. Par contre, elles ont une autre architecture voilà, au niveau de l'unité. Nous avons en profil donc les évocateurs, que avant vous aviez des profils différents entre épée et sceptre. Maintenant, c'est tout pareil. Donc, pas besoin de custom vos unités, c'est très bien. Donc, 3 attaques par modèle, 3-3, moins 1-1. On aurait aimé peut-être pouvoir aller chercher du dégât 2 sur cette unité, parce que ça peut être un petit peu léger le dégât 1. Cependant, vous avez crit mortel, donc vous savez que tous les 6 à la touche que vous faites, ce sont des blessures mortelles. Vraiment bien pour pouvoir passer au travers des unités très très armorées. C'est top. Et les Dracoline ont 3 attaques, 3-3, moins 1-2. Donc c'est une unité qui quand même est assez complète, du moins 2, du moins 1-2 je veux dire, pour taper ce qui a un peu plus de points de vie. Les blessures mortelles avec les 6 à la touche aussi, ça fonctionne bien. Si vous avez le héros, vous pouvez passer à 4 attaques de Dracoline et bien sûr passer en bless à 3, bless à 2 je veux dire sur les évocateurs. Mais de base, vous allez aussi pouvoir les mettre en heure de gloire, donc pas besoin du héros pour ça. Passer en bless à 2, save à 2, c'est vraiment très très fort et vous pourrez ranimer un modèle à la fin de votre tour si jamais dans le trade vous en avez perdu un. Qu'est-ce qu'ils ont comme règle supplémentaire? Ils ont un passif qui vous dit que cette unité peut unbite comme si c'était un sorcier de niveau 1. Donc ça reste une unité qui est un petit peu support, qui va emmerder l'adversaire parce que
en Stormcast, on sait qu'on n'a pas beaucoup de sorciers, on n'a pas non plus des sorciers de power 4, 5, 6. Donc quand vous allez jouer contre un sorcier de niveau 3 type Moraticane ou un duc du changement nommé, genre de choses-là, vous allez pouvoir faire une, peut-être deux dissipations, avec cette unité, une troisième. Donc ça peut justifier un peu son coût en points, c'est intéressant. Et par contre, ils ne sont plus sorciers. Attention, ils étaient sorciers en V2 et en V3, là ils ne le sont plus. Par contre, ils ont une deuxième règle, donc qui est passive en zone rouge, qui vous dit que quand cette unité conteste un objectif que vous ne contrôlez pas, elle la frappe en premier. Et ça, c'est exceptionnel parce que vous n'avez pas de 2+, de 3+, vous n'avez pas un rampage ou quoi que ce soit. C'est votre unité d'évocateur, quand vous êtes sur un objectif que vous ne contrôlez pas, et ben vous avez frappe en premier. Donc automatiquement pouvoir casser le séquencement. Si vous chargez votre adversaire, si vous contrechargez votre adversaire, si votre adversaire vous a repris un objectif à votre tour, vous savez que vous êtes déjà dessus, peut-être que vous êtes moins nombreux, et ben vous avez frappe en premier, c'est vraiment un très très bon bonus. L'unité, je la trouve très intéressante pour son coût en points. Renforcer, ça vous fait quand même proche de 500 points, c'est énorme, surtout si vous voulez les 2 héros pour les buffer et ainsi de suite. Mais c'est une unité qui trouve sa place dans le sens où elle génère de la blessure mortelle et elle est quand même fiable au combat, elle est vraiment équilibrée. J'ai hâte de voir ce que les joueurs qui ont ces figurines vont pouvoir faire avec parce que je pense qu'elle se justifie notamment dans la chambre sacro-sainte pour pouvoir réanimer des modèles. Alors, l'unité suivante, c'est les évocateurs, cette fois-ci pas sur Dracoline. Une de mes unités préférées de la chambre sacro-sainte. De toute façon, la chambre sacro-sainte, c'est ma chambre préférée. J'ai toujours aimé le fluff, l'esthétisme de ces modèles, donc je suis très triste qu'ils dégagent en juin 2025. 180 points. Donc là, 180 points, on commence pareil à réfléchir au body. Cette fois-ci, c'est 3 points de vie en sauvegarde à 3, ça joue par 5. Donc, ça a un petit peu plus de points de vie que des Liberator, que ces modèles-là. C'est plus cher aussi, hein. Vraiment, on comprend la volonté de distinguer les deux. Cependant, on est passé en sauvegarde à 3, donc pareil, c'est assez résistant. 3 attaques par modèle qui font des blessures mortelles, donc ça sature bien, ça frappe mieux que par exemple des Libérators, ça coûte plus cher, hein, mais ça frappe mieux. Pareil, ça a la même règle de Unbind en passif une fois à votre phase de héros. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas once par army ou quoi que ce soit. Donc si vous jouez des MSU de 5 de ces unités-là, vous allez pouvoir avoir plusieurs fois le Unbind, parce que c'est chaque unité qui a ce passif-là. Et ce qui est pas mal aussi, c'est leur capacité en phase rouge qui vous dit de... si cette unité conteste un objectif que vous contrôlez, donc cette fois-ci c'est l'opposé des évocateurs montés, ils sont plus défensifs, vous pouvez choisir une unité non-héros Stormcast éternel infanterie entièrement à 12, non même pas entièrement, c'est à 12 de cette unité, et elle a +1 sur ses jets de blessure. C'est une unité qui justifie, je trouve, ces 180 points, parce que en défensif, sur un objectif que vous contrôlez, vous savez que vous pouvez faire une sorte de cordon en mettant un petit peloton sur l'objectif, faire votre unité à 12 pas, donc ça fait une grande zone. Les héros ne sont pas ciblés, mais ce n'est pas sacro-sainte, c'est juste un casse éternel infanterie, donc vous allez pouvoir donner comme ça un plus un bless à pas mal d'unités, sachant qu'ils peuvent se donner à eux-mêmes, parce que ce n'est pas Other Unity, c'est Unity, donc eux-mêmes vont pouvoir se donner sur un objectif, si jamais ils sont chargés, ou sur l'objectif que vous contrôlez pour X raison, être en 3-2, moins 1-1. Ça sature pas mal, ça fait de la blessure mortelle. Voilà, on commence à se mettre en lumière le nombre de points de vie, le nombre de modèles. Vous avez des unités telles que les annihilateurs gros marteaux qui sont que 3 PV en save à 2, les marteaux boucliers je veux dire, qui sont plus chers, qui tapent mieux parce qu'ils ont autant d'attaques, 3 attaques, 3-3, moins 1-2, mais là vous êtes 5, donc 2 modèles de plus, donc plus de points de vie, qui peuvent revenir à la vie en phase violette à votre tour parce qu'ils sont sacro-saints, qui le Lord Arcanum, s'ils sont pas engagés, peut réanimer un modèle aussi s'il n'y a pas besoin de les soigner, et ainsi de suite. Donc j'ai le sentiment en tout cas que ces unités peuvent se justifier, il faut les tester, les comprendre, leur usage. Ils ne répondent pas à toutes les situations, mais en tout cas, en unité pour défendre un objectif, ce sont des bonnes unités. Je suis pas sûr qu'ils fassent les renforcer par 10 pour pouvoir faire une sorte de Death Star, mais en MSU, 2 packs de 5 peuvent largement tenir la maison, quoi.
Alors la prochaine unité, c'est les castigateurs, donc ils sont infanterie, chambre sacro-sainte, Stormcast éternel. Donc on n'oublie pas que tous les modèles qu'on a pu voir avant bénéficient des règles de base des Stormcast et peuvent comboter aussi avec des héros qui ne sont pas chambre sacro-sainte. Donc par exemple, Gardius qui vous donne plus une attaque en charge et plus un de charge sur les unités infanterie Stormcast, eux même s'ils sont sacro-saints, ils sont quand même Stormcast et infanterie, donc ils peuvent bénéficier. Bastian peut leur donner un pré-move et ainsi de suite, donc on n'oublie pas que les combos peuvent aussi être beaucoup plus larges dans l'assiette. Les Castigators, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont retournés avec leur Dogo. Donc quand vous achetez une boîte à l'époque, il y avait 3 modèles et une unité de un modèle de Dogo. On comprenait pas trop à l'époque parce que c'était 2 unités différentes. Ça se jouait par 3, les autres ça se jouait par 6. Du coup, il fallait que j'achète 6 boîtes. Bon, c'était un bordel sans nom. Là, ils ont fait plus simple. Le Dogo qui les accompagne, c'est un token. On connaît les règles des tokens, donc ces unités n'interagissent pas avec leur champ de bataille. Cependant, sous condition, ils peuvent être détruits. Donc là, les Castigators, c'est 130 points, les 3 modèles. C'est assez cher pour 3 modèles, hein, ça vous fait que 6 points de vie en sauvegarde à 3, un peu comme les Prosecuteurs, sauf que les Prosecuteurs volent, bougent de 10, charge à 3d6, c'est une unité de chasse. Là, on a une unité d'arbre à l'étrier, d'archer. Donc, est-ce que 130, c'est pas trop cher pour juste ce que ça fait? Ça se réfléchit, parce que vous avez 3 modèles, donc potentiellement, ça peut faire facilement la tactique des coins de l'order qui vous dit d'avoir une unité dans chaque quart de table et à plus de 6 des ennemis. Ça tire à 15 pas, 3 attaques, enfin, putain, on en avait marre des 3 attaques. 3+, reine moins 1, dégâts 1. Sur de la cavalerie, ils sont en reine moins 2, et les 6 à la touche font 2 touches. Donc ça tuera pas grand chose, mais ça peut faire un peu de dégâts, embêter l'adversaire, blesser un peu un cordon. Cependant, ce qui peut peut-être justifier leur coup en point, c'est leur règle qui vous dit qu'en phase de tir, une fois par partie, c'est une réaction que vous allez pouvoir faire, c'est consommer le token du dogo qui vous accompagne, et pour votre prochaine phase de tir, donc celle qui est arrivée au moment où vous le sélectionnez, pouvoir ajouter 1 au jet de touche pour les attaques comment ça s'appelle, de votre unité. Donc c'est un all-in attaque qui est gratuit sous condition de consommer le dogo. Et en plus de ça, vous allez augmenter de 3 la portée de l'arc. Donc vous allez passer de 15 à 18 de portée, donc quasiment là où tirent le mieux les meilleurs archers du jeu, et être en 2+, 3+, raid-1 dégâts. Donc vous consommez votre token pour ça. C'est pas exceptionnel, en tout cas, c'est quelque chose qui s'entend. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est la deuxième règle bleue qu'ils ont, qui vous dit que si cette unité n'a pas utilisé de caractéristiques de mouvement ou qui n'a pas été setup, donc placé ce tour-ci, vous allez scorer du critical hit, pas sur du 6, mais sur du 5. Donc est-ce que les 10 attaques sur les en 3+, 3+, moins 1, 1 critical sur du 5+, justifie ces 130 points? Voilà, je sais pas, faut faire des tests. En tout cas, ça peut être intéressant en Stormcast car on manque d'archers fiables. Les long strikes sont très chers et ont besoin de ne pas bouger pour pouvoir justifier leur coup en points. Là, on a une unité qui est beaucoup moins chère, qui a un rôle différent, qui peut aller chasser des petits héros s'ils arrivent en frappe en profondeur à partir du tour 2, tour 3, aller gratter des petits objectifs. L'unité pas exceptionnelle, mais en tout cas, peut trouver sa place dans certains rosters. On n'oublie pas qu'elles sont chambre sacro-sainte, donc éventuellement dans la chambre des guerriers, si vous ne voulez pas prendre des Griffhounds pour pouvoir faire les bulles, eux peuvent le faire, ils sont 3, donc ils prennent pas énormément de place, ça peut rentrer dans les petits coins, donc c'est intéressant. Et donc la prochaine unité, c'est les Séquiteurs. Donc moi, j'ai toujours aimé cette unité, trop cher en V3, beaucoup plus abordable en fin de V3, mais c'était trop tard. Cette fois-ci, ils sont enfin passés à sauvegarde à 3. Donc on va pouvoir les mettre en lumière avec les autres unités infanterie Stormcast éternel. Donc on n'oublie pas qu'ils sont sacro-saints, donc ils peuvent fonctionner en combinaison avec la chambre des guerriers. Ils peuvent être réanimés aussi facilement grâce à leur sous-faction et bénéficier de tous les bonus qu'apportent les héros qui buffent les unités infanterie. Ils sont infanterie, donc ils bénéficient aussi, comme les évocateurs, j'ai oublié de le dire, mais de la prière Stormcast qui se lance sur du 5 sur une plus une attaque. Donc ça peut faire des combos sympas. Par contre, 170 points,
On est 10 points de moins que les évocateurs. Les évocateurs, on avait vu qu'ils avaient 1 point de vie de plus, donc c'est assez compliqué, je trouve, à justifier leur coût en points. C'est beaucoup trop cher en comparaison de Vindictor ou de Vanquisher, de choses comme ça, et leur profil d'armes est similaire entre guillemets à ceux des Libérators. Donc vous avez 2 attaques, 3-3 moins 1-1. Les 6 à touche ne font pas des blessures mortelles mais font 2 touches. Donc c'est intéressant pour la saturation. Et vous pouvez équiper 2 modèles avec des grandes masses. Anciennement c'était 3 modèles, donc là c'est un peu pénible parce qu'on a que 2 modèles qui peuvent le faire. Mais par contre, l'un des champions peut être l'un des modèles. Des fois, c'est indiqué que non, là, c'est pas écrit. Donc, votre champion prendra cette grande masse et aura 3 attaques, ce qui compensera un peu. Parce que les grandes masses sont Rennes-1, dégâts 2. Ce qui est assez bien. On est content d'avoir ça chez les Libérators. Chez les Sekitor, bah, vu que c'est 170 points, ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon, on prend quand même. Est-ce que leur règle qui vous dit qu'à chaque phase de combat, vous allez choisir l'une des 2 solutions suivantes? La première vous dit que les unités qui sont engagées avec vous ne peuvent pas bénéficier des bonus d'armes. Donc on perd tout ce qui est les crits hit, toutes les plus un rend sous situation, voilà, où les adversaires auront le profil d'armes basique, écrit en noir, pas les bonus en gris, quoi. Et le deuxième bonus, ils vous disent que cette unité va faire du critical hit sur du 5+. Donc là, sous certaines conditions, ça peut être intéressant. 5 modèles, si vous avez la prière plus une attaque, donc vous passez à 3 attaques, faire du critical hit sur du 6 et sur du 5, ça sature, du -1-1, du -1-2, c'est pas mal du tout. Mais 170 points, pour là là, c'est cher, hein. Je suis pas convaincu qu'on voit beaucoup de Sekitors sur table. L'arrêt qui bloque les habilités, heu, c'est pas mal, mais une fois de plus, j'imagine que cette unité a pour vocation d'être défensive, de tenir un objectif. Vous vous faites charger, votre adversaire perd ses bonus de charge, perd ses bonus d'armes, et vous allez pouvoir en contrepartie pouvoir, bien frapper de manière standard, ou si c'est à vous de jouer, frapper mieux avec les 5 à touche font 2 blessures. Mais malheureusement, 170 points, c'est dur à justifier. Je suis triste, hein, j'adore ces modèles, j'en ai 33 et je pense qu'ils vont rester dans le placard. Alors maintenant qu'on a fini toute la chambre sacro-sainte, on va pouvoir passer au complément de la chambre des guerriers. Donc ce sont des unités que vous pouvez très bien incorporer dans votre chambre des guerriers si vous jouez dans cette sous-faction. Sinon, de manière générale, ce sont des unités Stormcast qui sont assez autonomes, que vous allez pouvoir prendre en complément si vous avez les points pour. On va commencer par les héros de la chambre des guerriers et on fera ensuite les unités. Le premier héros, c'est le Knight Heraldor, donc c'est le mec avec sa petite flûte. Anciennement, il pouvait faire des combos intéressants en faisant exploser des décors et en faisant des blessures mortelles. Ça n'a jamais été trop joué. On avait un peu de mal à justifier son coup en points. Là, 110 points, c'est vraiment pas cher. Mais voilà, est-ce que ces 6 points de vie en save à 3 justifieront son coup? Je ne sais pas. Il combat aussi mal que les autres héros qu'on a vus avant, donc 3 attaques, 3-3, -1-2. Cependant, il chante des guerriers, donc il pourra bénéficier de certains buffs. Par contre, les 110 points se justifient avec les 2 règles suivantes. La première qui vous dit en chambre, en phase de héros, pour la chambre des guerriers, si vous faites le command ability ralliement, vous allez pouvoir utiliser 3 dés supplémentaires. Donc rallier avec 9 dés, 10 dés si vous avez un musicien dans l'unité. Ça fiabilise le ralliement. Les chambres des guerriers, vous savez que vous avez minimum 2 points de vie, parce qu'on a 0 mono PV dans la chambre des guerriers. Donc c'est des bonus intéressants pour pouvoir fiabiliser. Je sais pas si le BT se prête à ça, d'accord. Je pense que vos unités n'auront pas besoin de cette récursion-là. Mais si jamais vous souhaitez jouer vraiment une bio-ball avec que de l'infanterie piéton qui tient la table, avec le Knight le Knight Vexillor avec sa bannière qui soigne, qui donne de l'OC, le combo des deux se justifie et s'entend complètement pour pouvoir fiabiliser votre armée. Et il a une règle assez intéressante en phase de tir qui vous dit de choisir un terrain visible à 18 de lui. Si vous avez regardé le layering des scénarios sur le manuel du général, vous avez pu voir que les terrains qu'en main prennent beaucoup de place sur table et sont donc facilement accessibles. Donc vous allez pouvoir se servir de cette unité
facilement, sachant que ce n'est pas one Spartan Army, donc vous allez pouvoir potentiellement, si vous le jouez, en jouer 4-5. Honnêtement, ça coûte très cher, mais c'est intéressant parce que vous allez pouvoir choisir un terrain de feature. Donc les terrains de feature, c'est les bâtiments désarmés adverses. Donc par exemple les râles de corne, le fan en Slanesh, la pyramide en Séraphon, donc ces choses-là, à 18 pas. Et du coup sur un 2+, infliger autant de blessures mortales à ce dernier. On comprend que cette unité-là est là pour détruire des décors de faction. Si vous avez un peu de chance, en 2-3 tours, vous pouvez en détruire un. Et ainsi pouvoir pénaliser votre adversaire, car c'est difficile aujourd'hui en Stormcast d'aller chercher les décors. Est-ce que 3 de ces mecs-là peuvent détruire un décor T1? Oui. Est-ce qu'une fois qu'ils l'ont détruit, ils font quelque chose? Non, plus rien, à part le ralliement, mais un seul suffit. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on en verra beaucoup. Si jamais vous jouez beaucoup contre des armées qui ont des décors très forts, genre Gloomspite, vous pouvez en prendre peut-être un ou deux, mais seul, je ne sais pas s'il justifie l'acquisition de cette unité-là, ce modèle-là. En tout cas, c'est intéressant sa règle. Pouvoir faire jusqu'à 6 blessures mortelles sur un décor, c'est pas mal, mais voilà, c'est un petit peu plus limité, on va dire, dans la constitution de cette année. Alors, le personnage suivant, c'est Graviel sur Erd. C'est un personnage nommé, 140 points. Il, anciennement, permettait de fiabiliser les charges des unités Stormcast Infanterie. Aujourd'hui, il reprend un petit peu de sa noblesse, on va dire. Putain, je sais plus parler. Car en V3, malheureusement, il était inutile as fuck. Moi, j'ai la figurine, je la trouve dingue, mais il ne servait à rien. Je suis très triste de son profil. 5 attaques, 3-3, -1-2. Ça reste un personnage de légende. On aurait aimé qu'il soit au moins -2-2, voire -3, ou avec 8 attaques ou 7 attaques. Mais bon, au moins, il a le crit mortal. Donc quand il fait des 6 à la touche, il fait des blessures mortelles. C'est pas mal. 140 points, donc ça reste un héros qui est assez cher. Mais vous allez voir que les bonus qu'il apporte sont sympas. Il a la règle des boucliers des Sigmarites qui dit qu'en phase de combat, tous les jets de 6 non modifiés renverront une blessure mortelle à l'adversaire. Il a avec 6 points de vie. Sur un Star Drake, c'est sympa. Sur lui, pas trop. C'est gadget, mais bon, c'est pas bien grave. Par contre, ce qui va justifier peut-être ces 140 points, c'est sa règle en phase de charge, Force Sigmar. Donc pendant votre phase de charge, vous allez choisir cette unité et une autre unité chambre des guerriers. Donc il va pouvoir comboter avec vos annihilateurs grand marteau, avec, je sais pas, une Death Star que vous avez créée à ce niveau-là, pour pouvoir, donc il doit être à 3 pas, donc à portée d'engagement, mais ce mec-là va arriver du ciel avec le Lord Impératant, il va arriver du ciel avec des grands hammers, et donc pouvoir comboter ensemble. Et le combo que ça vous dit, c'est que pour la prochaine phase de charge, à chaque fois que vous allez faire un jet de charge, vous allez ajouter un dé de charge à la valeur de charge. Donc vous allez pouvoir charger à 3d6. Là, vous me dites, wow, c'est exceptionnel, on n'a aucune itération de charge à 3d6 dans le BT. Non, car vous allez pouvoir conserver seulement 2 dés sur ces 3. Mais c'est un bon outil pour 140 points, c'est peut-être un peu cher, mais vous allez pouvoir, si vous avez des problèmes de charge, fiabiliser votre charge, parce que vous allez charger à 3d6 et donc retirer le dé le moins fort, et ainsi de suite. Cependant, c'est 140 points, donc il rentre en comparaison avec un Lord Impératant qui fait 160 points. Est-ce qu'on préfère pas avoir 2 Lords Impératants qui peuvent faire bouger de D3 2 fois, par exemple, des annihilateurs grand marteau? Ça se réfléchit. En tout cas, si vous voulez fiabiliser un peu la charge de héros et la charge d'une unité qui l'accompagne, pourquoi pas? C'est intéressant. On aurait peut-être préféré avoir une relance de charge entièrement à 12 de Luambul pour les chambres des guerriers. Mais bon, on prend ce qu'on nous donne. Alors, le personnage suivant, c'est le Lord Castellan, 130 points. J'ai mal réglé ma fiche, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en pleine page comme ça. Donc, 130 points, c'est vraiment pas cher pour un héros Stormcast. On a vu les autres profils, mais bon, il rentre en comparaison une fois de plus avec les sorciers, avec les prêtres, avec les autres modèles qu'on a vus. Lui, il est chambre des guerriers aussi, infanterie. Anciennement, il avait beaucoup de points de vie. C'était un très bon personnage qui pouvait donner plus un save ou infliger des blessures mortelles. Aujourd'hui, il perd vraiment de sa superbe. Question combattant, il est pas dingue. 3 attaques, 3-3, -1-2 qui font des blessures
automatique sur des 6, ça n'arrivera jamais. Et le doggo qui l'accompagne, 4 attaques, inutile impossible. Le chien qui l'accompagne, eh ben, c'est un token, et en gros, vous pouvez consommer ce token en phase de combat, donc n'importe quelle phase de combat, une fois par bataille, de toute façon, il est consommé, il n'apparaît plus le token après, pour que lui, cette unité, ait une ward à 4. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir un personnage en ward à 4 pendant une phase de combat qui fait 130 points? Je pense vraiment pas, parce qu'il combat très mal, donc c'est un petit peu inutile comme règle. Et il y a une autre règle qui vous dit qu'en phase de héros, vous allez pouvoir choisir une unité à 12 pas de lui pour être la cible. Si c'est une unité de Stormcast, pas une unité, vous allez choisir un objectif, excusez-moi, qui est à 12 pas de cette unité. Si c'est pour les unités Stormcast, elles auront une ward à 6, et si jamais c'est un ennemi qui conteste cet objectif, il ne pourra pas faire de jet de ward. Donc là, ça remet un peu en lumière le point. Qu'est-ce qu'il fait? La ward à 6 sur des Stormcast éternels, c'est vraiment bien, hein, parce qu'en fait, vous allez pouvoir désigner un objectif. 12, c'est très court. En phase de héros, on aurait peut-être aimé que ça se fasse, par exemple, en phase de, de combat, pour le faire tout ça en phase de combat. Donc là, il faudra le faire en 2 temps. Par contre, l'objectif que vous désignez, vous apportera une petite récursion. On sait que sur des unités qui ont beaucoup de points de vie, la ward à 6, c'est pas mal du tout. Mais surtout, le fait que vos adversaires ne puissent pas faire de jet de ward, on n'a aucune manière de passer au travers de la ward ennemie. Donc, c'est la première itération qu'on a. 130 points pour ça, ça doit être, je pense, vraiment trop cher. C'est très compliqué à mettre en place. Si jamais vous y arrivez, c'est un gros bonus, parce que aujourd'hui, toutes les grosses pièces ont des wards à 5, donc pouvoir les empêcher, c'est top. Nurgle a beaucoup de wards à 5 aussi, des sorts qui permettent de les faire, ainsi de suite. Mais bon, putain, 130 points pour ça, je suis pas sûr qu'on voit beaucoup, surtout que ça demande un certain setup. À 12 à votre phase de héros, c'est pas à toutes les phases de héros, et ainsi de suite. C'est un petit peu chiant, surtout que c'est que pour le reste du tour, c'est pas pour le battle round, donc les 2 tours. Donc voilà, un petit peu décevant pour une pièce qui était vraiment très très emblématique dans le BT V2 V3. Donc le prochain héros, c'est le Night Venator, 190 points. Donc là, c'est vraiment cher. Je n'arrive vraiment pas à justifier le coup en point de ce personnage-là. Est-ce qu'on arrivera à le voir de temps en temps? Je ne sais pas. Normalement, ce personnage était accompagné d'un double kit, un kit avec arc et un kit avec lanterne et épée. La lanterne et épée, on a vu qu'elle a été refondue sur le nouveau Stormcast Ange magnifique là. Donc on a hâte de voir son profil sur le livre d'armée qui sortira en septembre. Pour le moment, on doit se contenter de cette chose-là. Donc le Night Venator, c'est 190 points comme je vous disais, ça bouge de 12. Donc ça c'est bien, 6 PV en save à 3, c'est top. Il a, avec son arc, il tire à 24 de portée, 6 attaques. C'est assez intéressant d'avoir un personnage aussi mobile, parce qu'il va pouvoir contourner le champ de bataille, faire ses dégâts, aller chercher des pièces derrière les lignes ennemies. Il peut faire des tactiques tout en étant autonome. 190 points, je me répète, mais c'est quand même balèze. Il est chambre des guerriers, donc sous certaines conditions, il peut avoir des bonus. Il est infanterie, donc il peut bénéficier des bonus des infanteries aussi. Malgré qu'il vole, c'est toujours intéressant. Donc 24 de portée, 6 attaques, 3-3, moins 1-1. Les 6 à la touche font 2 touches. Et il a anti-monstre, reine plus 1. Est-ce que c'est un chasseur de monstres? Je suis pas sûr. Indrasta fait ça beaucoup mieux, ou la balise peut-être sous certaines conditions. Par contre, il a au corps à corps 3 attaques, 3-3 sans reine dégâts 1, et le piaf compagnon 2 attaques, 4-3. C'est pas exceptionnel non plus. Ça peut toujours faire un duel, en tout cas grâce à sa save à 3 avec un sorcier ou un prêtre ennemi. Mais on espère avoir bien dégraissé avant. Il a une capacité une fois par partie pour l'armée, donc ça ne sert à rien d'en jouer 2, parce que vous ne pourrez pas le faire, vous pourrez pas le faire les 2 tirs en même temps. Si vous en jouez plusieurs, chaque mec pourra le faire une fois pour sa partie, mais vous ne pourrez pas le faire les 2 en même temps. De choisir une unité ennemie visible à 24 pas, et du coup, si cette unité n'est pas un monstre, elle prend D6 dégâts, et si c'est un monstre, c'est D6 plus 3. Attention, il y a bien écrit corps, attaque, shoot, donc vous ne pourrez pas tirer en supplément. C'est soit vous tirez, soit vous faites ça. Ce n'est pas les deux. Est-ce que c'est inutile?
Ouais, on va dire ça comme ça, c'est une attaque de tir, des cibles blessures mortelles sur un héros, ça peut être intéressant, mais une fois de plus, si vous roulez un 1 ou un 2, c'est pas dingue et si c'est un monstre, c'est un peu plus fiable, vous pouvez monter jusqu'à 9 BM, mais pouah, 190 points, quoi. Je me répète, on peut peut-être, le voir en chasseur de héros, en unité satellite, mais quand vous voyez la difficulté de faire des listes en Stormcast avec tout ce que vous devez prendre, un prêtre, un sorcier, un machin, ça vous fait une pause de plus parce que c'est un héros et ainsi de suite, j'ai du mal à le justifier, c'est dommage. Ensuite, on a pour 130 points, donc le Knight at Zero, c'est la version non nommée de merde, je me rappelle plus comment elle s'appelle, le même personnage avec sa bande qui l'accompagne à 360 points là. Donc si vous voulez une version plus light, vous pouvez la prendre. Elle est chambre Vanguard, elle, donc vous ferez attention, c'est pas une chambre des guerriers, mais elle peut bénéficier de la chambre Vanguard, pourquoi pas. Donc un modèle assez rapide qui bouge de 7. 130 points, c'est pas énorme, mais malheureusement, elle n'apporte pas grand-chose, je trouve, dans la chambre de Vanguard, et elle ne bénéficie pas non plus de beaucoup de bonus des Stormcast. 6 PV en CEVA 3, elle a une attaque de tir, quoi, 3 attaques de tir, 3-3 moins 1, 3-3 sans reine dégâts 1, anti-héros reine moins 1, c'est pas exceptionnel. Et au corps à corps, elle a 6 attaques, 3-3 moins 1-1, les 6 à touche font 2 touches, et anti-héros moins 1, donc bon. On a compris l'idée, c'est un personnage qui est là pour chasser des héros, mais c'est pas non plus une foudre de guerre, quoi. Elle a la chambre des Vanguard Hunters, donc elle peut courir et charger, même si elle a retraite ou chargé, ou couru, je veux dire. Et elle peut, une fois par tour, pendant votre phase de mouvement, vous pouvez la retirer du champ de bataille et la setup n'importe où, donc à 9 pas de l'adversaire. Donc vous comprenez le combo, vous sortez à 9, vous avez une charge à 9 sur un petit héros, et ainsi de suite. Bon. 130 points pour ça, je sais pas. En V3, on pouvait la justifier pour des tactiques de bataille. Là, je sais pas si elle se justifie aussi, parce que tout a pris des coups en points. C'est un héros de plus, et ainsi de suite. On aimera, je pense, aller chercher autre chose. Alors maintenant que les héros sont finis, on va pouvoir passer aux unités. Donc là, ce sont des unités avec le mot-clé Chambre des guerriers, donc ils peuvent bénéficier de bonus liés à la sous-faction, de setup, de choses comme ça. Donc là, on a les archers, les judicateurs, mais cette fois-ci avec arc, parce qu'on a des judicateurs avec arbalète courte, 140 points. Donc 140 points, par contre, ils sont passés en sauvegarde à 3, ils étaient en sauvegarde à 4, donc on va tout de suite les mettre en comparaison avec les autres unités Stormcast. Vous avez des libérateurs pour 110, des vindicteurs vanquishers pour 120. Vous avez une autre unité qui, pareil, tire à 18, combat, toutes ces choses-là. Donc, est-ce qu'ils justifient leur coup en point? Je ne suis pas persuadé à 100%. On va regarder ça ensemble. En tout cas, si vous avez les pièces, vous pouvez toujours les tester. Mais voilà, ça a un certain coût. Après, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de BT qui ont des archers de cette catégorie-là sont à ces coups en point, Slanesh, Luminette et ainsi de suite, et qui ont toutes ces unités d'archers qui avant faisaient des blessures mortelles, les ont perdues pour des crits auto-wound, donc on est lissé avec les autres BT, qui peut être intéressant vu qu'on a 2 points de vie en sauvegarde à 3, 5 modèles. On tire à 18, donc c'est les meilleures façons de tirer aujourd'hui. Les 24 passes, c'est très rare. 2 attaques, 3-3 moins 1, crit, auto-wound. Et au corps à corps, vous avez une attaque, 3-3 moins 1. Vous avez un modèle sur 5 peut remplacer son arme par la version Shockbolt au lieu de la Skybolt. Et du coup, c'est D6 attaque, D3 plus 3, donc c'est plus d'attaque, c'est plus fiable. Par contre, vous ne faites pas de crit auto-wound. Mais anciennement en V3, les 6 faisaient des blessures mortelles. Cette arme ne le faisait pas, donc on ne prenait pas toujours. Là, vous la prendrez toujours cette arme parce que les crit auto-wound, c'est pas très très intéressant, mais vous allez pouvoir un peu plus saturer. Donc potentiellement bien fiabiliser, bénéficier de bons bonus. On n'oublie pas que vous pouvez prendre une heure de gloire pour avoir le plus un bless, qu'avec un attaque en règle, bah, vous êtes en 2+2+. Donc voilà, l'unité commence à se construire petit à petit et à faire éventuellement des trous dans des écrans, dans des unités fragiles pour tenir des objectifs. Eux sont largement en capacité de passer au travers. Et ils ont une règle une fois par tour armée, donc ça ne servira à rien de vouloir utiliser cette règle plusieurs fois sur, si vous jouez plusieurs packs de 5 par exemple, qui vous dit de prendre un monstre, et du coup, si des dégâts ont été alloués pendant cette phase de tir avec cette unité, vous lancez un dé sur un 3+, cette unité ne pourra pas utiliser de rampage.
Donc vous ne pourrez pas supprimer tous les rampages de la Terre, mais une unité telle que Archaon, qui a un gros rampage, Be'lakor, voilà, des choses comme ça. Si vous arrivez à lui faire un dégât avec votre unité, le supprimer d'un rampage, c'est pas mal, surtout que c'est any shooting phase, donc vous pourrez payer votre point de commandement pour pouvoir le faire aussi à la phase adverse et contrôler un peu le champ de bataille. Je trouve l'unité intéressante, ça peut se justifier, ça peut vous donner des ouvertures sur certains héros, certains monstres, donc pourquoi pas. Honnêtement, le fait d'être passé en save à 3 rend l'unité intéressante dans le sens où vous savez que vous n'êtes pas très très vulnérable aux tirs adverses, que souvent les armées qui tirent c'était des combats d'archers entre archers et plus vous étiez fragile, plus vous perdiez. Là, vous allez pouvoir encaisser facilement en tout cas des phases de tir adverses, avec votre bonne sauvegarde. Ensuite, on a la version qui est 20 points plus chère, donc 160 points pour les arbalètes courtes. Donc les arbalètes courtes, on les voyait très très peu dans certaines situations. Quand elles faisaient des touches explosives, vous démultipliez le nombre de touches. Cependant, vous n'aviez pas de pénétration d'armure. Et en V3, l'armure était tellement présente. Aujourd'hui, on en voit un peu moins, donc ils peuvent trouver leur place aussi. Par contre, 160 points, c'est cher. Ça rentre en comparaison avec d'autres unités Stormcast qui vont pouvoir faire des choses similaires. On tire à 15 pouces, donc c'est court. 3 attaques, donc on a plus d'attaques que l'unité d'avant. 3-3, pas de reine. Par contre, vous avez reine -1 sur l'infanterie. De l'infanterie, on va en voir beaucoup, donc c'est très intéressant pour tuer les écrans, je trouve. Et un modèle sur 5 peut prendre le Thunderbolt Crossbow, qui lui a dégâts 2. Donc intéressant, parce que si c'est le champion, aujourd'hui avec la fac, il va pouvoir, comment ça s'appelle, avoir 4 attaques au lieu de 3. Donc 4 attaques en 3-3, -1, 2 face à de l'infanterie. C'est une unité qui peut laver facilement des écrans, il n'y a pas de souci. Et leur règle vous dit que one Spartan army to any shooting phase, vous choisissez une unité infanterie ennemie qui n'a pas le mot-clé vol, donc ça c'est important, et qui a eu n'importe quel nombre de modèles qui a été slain pendant cette phase de tir. Et du coup, sur un 3+, elle aura -1 sur les, comment ça s'appelle, sur ses jets de charge pour la phase de charge suivante pour un minimum de 1. Donc là, c'est un 3+. Le 3+, tous les BT possèdent ce genre de règles. C'est, on va dire, chiant parce que vous allez souvent le rater. Par contre, elle justifie cette règle-là, les 160 points. Vous allez pouvoir faire tomber ces mecs du ciel, on va dire à 15 pouces d'une unité ennemie, pouvoir tirer dessus pour casser un écran, permettre à votre armée de rentrer ensuite dans le bunker adverse, et au tour adverse, pouvoir, si vous êtes bien positionné, tirer avec un PC en phase de tir adverse, et du coup soustraire un au jet de charge, au dé de charge, je veux dire, pas au jet, mais au dé d'une Death Star ennemie qui a le mot-clé infanterie. Cette unité est là pour ça, je trouve qu'elle est très très intéressante. Ça me choquerait pas d'en voir une à 2 unités, 2 unités de 5 qui tombent du ciel un peu en mode, comment dire, tour de garde, qui vont pouvoir tirer sur des écrans, et à la face ennemie, votre adversaire va se retrouver dans des situations où se retrouver à charger qu'avec un des 6 s'ils ont pris des dégâts, c'est vite frustrant. Donc on arrive maintenant aux paladins. Donc les paladins, c'est un kit qui fait 3 unités différentes. Elles ont toutes le même body, donc les mêmes caractéristiques. Bouche de 4, c'est extrêmement lent. 3 PV, save à 3. Donc là, ils vont rentrer directement en comparaison avec toutes les unités qui ont ce genre de charte. À savoir, on a vu les évocateurs de la chambre sacro-sainte, qui ont 3 attaques, 3-3, -1, qui font des blessures mortelles, mais aussi les grands dameurs, les annihilateurs avec bouclier, ou même les libérators qui ont un peu moins de points de vie, les séquitors, les vanquishers, vous voyez toutes ces unités-là qui partagent à peu près les mêmes caractéristiques. Ils sont chambre des guerriers, donc ils vont pouvoir bénéficier de plus d'un touche sous condition. C'est top, bénéficier aussi des bonus que certains héros peuvent apporter. Ils peuvent prendre la prière, vu qu'ils sont infanterie, et donc avoir une attaque supplémentaire, et les bonus de charge, et ainsi de suite. À savoir qu'ils sont 5 pour les 180 points que vous avez, donc ça fait quand même pas mal de points de vie, 15 points de vie en CV3, c'est intéressant.
Par contre, 180 points, c'est cher. C'est cher à cause de leur profil d'armes, car ils n'ont que 2 attaques. S'ils avaient eu 3 attaques, ça aurait été exceptionnel pour 180 points. On a 2 attaques en 3-3 -1-2. Ça tape fort, ça fait des blessures mortelles pour les 6 à la touche de BM, donc c'est une unité qui est capable de passer des trucs très armorés, ils sont là pour ça. On vous dit que 2 modèles sur 5 peuvent remplacer leur arme par des Star Soul Mace qui ont le même profil, sauf qu'ils sont Ren-2, dégâts 3. J'ai fait les stats avec cette unité, vous ne remplacerez pas les modèles parce que qu'une seule attaque ne compense pas l'output de dégâts que vous pouvez faire. Cependant, le champion qui lui peut prendre cette arme-là, ce n'est pas écrit qu'il ne peut pas, vu qu'il a une attaque de plus, vous lui donnerez cette arme. Donc le champion prendra la Star Soul Mace, pour avoir 2 attaques en 3-3 -2-3 et les autres 2 attaques en 3-3 -1-1. C'est une unité qui combat bien. Par contre, pour 180 points, on a des unités qui peuvent faire à peu près la même chose, qui sont moins chères. Donc voilà, c'est là le petit bémol sur cette unité-là. Par contre, ils ont un passif qui est assez intéressant, qui lui dit que si cette unité a subi des dommages ou qu'un modèle a été tué, vous ajoutez un au jet de touche pour cette attaque pour le reste du tour. Donc voilà, vous pouvez gagner facilement votre attaque en règle. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que dans la chambre des guerriers, normalement, vous allez faire vos setups pour avoir le plus d'un touche, ça rentre là-dedans. On aurait préféré peut-être plus une attaque. C'est dommage. Je trouve que les rétributeurs, c'est mon modèle préféré, perdent un peu de leur superbe. Heureusement que c'est que 180 points, mais ça rentre en comparaison avec d'autres unités. Ça commence à être difficile. Mais ils bénéficient, une fois de plus, de tous les petits bonus empilés. Ça peut faire une unité assez violente pour ça. Par contre, le fait de bouger que de 4, vous voudrez les faire, je pense, tomber du ciel pour charger, sinon mettre sur un objectif. Et pour défendre un objectif, je pense que 5 Libérators fait mieux le taf. Alors, le deuxième kit, c'est Decimator. Donc là, c'est ceux avec les grosses haches. Là, on est sur 240 points. Donc c'est énorme. On est en comparaison directe avec des Fulmi, des Concussors, ces choses-là. Donc des unités qui sont moins populeuses parce qu'elles sont 2, donc 10 points de vie en sauvegarde à 3. Là, on a 15 points de vie en sauvegarde à 3, mais vous bougez que de 4, vous êtes extrêmement lent. Vous avez la possibilité, donc 2 modèles sur 5, de remplacer l'arme par la masse qu'on a déjà vu avant, au moins 2-3. Je pense que là, ça peut s'envisager d'en prendre 2. Une pour le champion, une pour une autre unité, ou pas du tout, parce que cette unité a quand même 4 attaques par tête, donc ça sature beaucoup, beaucoup. 3+3+, Ren-1, dégâts 1. Et là, les 6 à la touche font 2 touches, donc vous allez augmenter avec le nombre d'attaques que vous avez. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr qu'on prenne la Star sous le masse sur cette unité-là. Peut-être le champion et encore. Pour avoir beaucoup, beaucoup de saturation. Et ils ont un passif qui est vraiment intéressant cette fois-ci, qui vous dit que vous ajoutez 1 aux dégâts des armes Thunder Axe, donc celles qui ont 4 attaques, si la cible a 10 modèles ou plus. Donc 10 modèles ou plus, de base, tous les écrans, les infanteries, les choses comme ça, c'est 10 modèles ou plus, donc vous allez être en 4 attaques, 3-3, -1-2 sur une grande majorité de ces unités-là. Les unités d'infanterie que vous renforcez, qui sont par 5, pour en faire ce qu'on appelle une Death Star, aussi seront 10. Donc vous rentrez dedans, vous allez pouvoir en découper à l'appel. C'est une bonne unité, ça sature bien. Le seul défaut de cette unité, bah, ça reste les 4 de mouvement, donc difficile à piloter. Une fois que ça a tombé du ciel, ça a chargé. Si vous ratez votre charge, bah, malheureusement, vous n'allez pas faire grand-chose. En tout cas, elle est définie pour faire quelque chose, on va dire couper de la horde entre guillemets, et ça coupe vraiment bien la horde. Est-ce qu'on la renforcera? Je suis pas sûr parce que là on est sur 500 points quoi, 480. Ça commence à faire très cher, mais une unité comme ça dans un roster en chambre des guerriers pour un plus un touche qui est en heure de gloire, 2+2+, ça cogne pas mal, hein. Donc je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on en verra beaucoup? Je ne sais pas. En tout cas, n'achetez pas des paladins pour ça, parce que ça ne vaut pas la peine. Des animateurs grands marteaux feront aussi bien l'affaire. Et pour finir, le dernier profil de ce supplément Stormcast, les protecteurs. Donc les protecteurs 220, chambre des guerriers, le même body que les autres, avec le même OC que les autres. Sur ça, ça ne change pas. Qu'est-ce qui fait que vous allez peut-être pouvoir les prendre? Eh ben, c'est leur règle passive. Shield of the Storm, qui vous dit que quand cette unité est à portée d'engagement d'un autre héros,
infanterie, donc attention, ça ne fonctionnera pas sur les Stardreak, sur Karaza, Écran 10, quoi que ce soit, c'est vraiment infanterie. Les 2 unités vont partager une ward à 5. Donc là, l'unité, 220 points, c'est cher, mais ça devient intéressant parce que vous allez pouvoir, si vous jouez un Lord Relictor, un Knight Relictor ou un petit sorcier à pied, vous voyez, ce genre d'unités qui sont quand même très importants dans la constitution de votre armée, leur donner une ward à 5, c'est top. Et là, cette unité, 15 points de vie, save à 3, ward à 5, faut les déloger, c'est une très très bonne unité de défensive. Si vous voulez renforcer, 30 points de vie à côté d'un héros ward à 5, c'est vraiment, vraiment dur à sortir. Et en plus de ça, ils ont quand même le profil sympa d'avoir 4 attaques, 3-3 moins 1-1. Donc là, ils n'ont pas de 6 explosifs, ils n'ont pas de plus une attaque, plus un dégât sur quoi que ce soit. Donc on ira peut-être chercher pour le champion là sur le mass, pas sur les autres. Et ensuite, il faut vous déloger, quoi. Donc c'est une bonne unité défensive. Est-ce qu'on ne préférera pas les Préators qui ont une règle similaire? Ça se réfléchit. Les Préators, c'est 3 modèles, donc 9 points de vie. Là, vous en avez 15. Voilà, je pense que cette unité en bodyguard sur un héros que vous voulez absolument garder en vie se justifie complètement. C'est assez intéressant comme perspective. On a pu voir l'entièreté de la chambre sacro-sainte. Vous comprenez aujourd'hui l'intérêt que ces unités peuvent apporter en complément. Une fois de plus, si vous êtes nouveau joueur Stormcast Éternel, je vous déconseille fortement de dépenser de l'argent dans ça, même si vous pouvez trouver pour vraiment pas cher ces modèles-là, car beaucoup de joueurs, entre guillemets, les bradent, car ils savent qu'ils ne les joueront plus à partir de l'année prochaine. Cependant, d'après ce qu'on a pu entendre, il est fort possible que l'entièreté de ces modèles soit refondue sur des modèles alternatifs à partir de l'année prochaine. Donc vous pourrez peut-être les jouer en proxy, quoi que ce soit. Profitez bien des règles que vous avez autour de ça, des petits combos que vous pouvez trouver. La chance sacro-sainte n'est pas déconnante. Honnêtement, je pense que 6 évocateurs sur Dracoline avec le héros nommé peuvent vraiment être très très intéressants. Peut-être le Lord Arcanum accompagné d'évocateurs à pied, et après vous complétez avec plein de Libérators, Sekitor, pas de Sekitor, c'est trop cher, Libérator, Vanquisher, genre de choses là, c'est très intéressant, et pourquoi pas une Indrasta au milieu, quoi que ce soit. La chance sacro-sainte est sous, on va dire, sa meilleure version, car tout est en sauvegarde à 3, enfin, ce ne sont plus des sauvegardes en 4 en Stormcast. Vous générez beaucoup moins de blessures mortelles, mais vous avez quand même la possibilité d'en générer, ce qui est vraiment intéressant. Et ça se réfléchit, hein, des évocateurs, quand vous commencez un pack de 5 à leur mettre plus une attaque, heure de gloire, et ainsi de suite, ça peut vraiment, vraiment saturer. Et ils se donnent à eux-mêmes ou à une autre unité plus humblesse. Donc n'oubliez pas de regarder bien les mots-clés pour pouvoir faire vos petits combos et ainsi de suite. Le supplément est très intéressant. Vraiment est très intéressant. J'espère que Games Workshop apportera sur les prochaines facs des compléments aux 2 points à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y a des unités qui doivent baisser en points pour pouvoir justifier leur coût. Mais je trouve ce supplément vraiment agréable, et qu'il y a un certain respect de la part de l'éditeur, du fait de nous sortir des unités. Ils auraient pu vraiment saloper le boulot et nous donner des unités à chier. Là, c'est pas le cas, donc vraiment cool, intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, comme dans les autres vidéos, à liker, mettre un commentaire, faire un tour sur notre site internet si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, et si le contenu vous plaît, allez sur Tipeee et participer au développement financier de cette dernière. Merci à vous, ciao tout le monde, à une prochaine sur la vidéo.